Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet que l'histoire récente nous amène à reconsidérer, c'est la question du télétravail. Le télétravail est un phénomène polymorphe qui varie en fonction du rapport à l'espace, du rapport au temps et du rapport au statut de la personne concernée. Par exemple, il existe le télétravail mobile à domicile chez le client, il existe le télétravail permanent, alterné, occasionnel, il existe le télétravail salarié, indépendant, et il existe le télétravail choisi et le télétravail subi. Pour s'y retrouver, Werner Kort et Richard Wine ont donné une définition générale simple du télétravail. C'est une activité professionnelle exercée tout ou partie à distance des locaux de l'employeur et recourant à l'usage des TIC. Deux concepts centraux servent donc à définir le télétravail, la distance et l'usage des technologies de l'information et de la communication. Cette forme de rapport à l'activité est emblématique des transformations qui touchent le monde du travail depuis le milieu des années 90, c'est-à-dire depuis le développement d'Internet. Pour Claude Iray et François Sitnikov, le télétravail s'inscrit dans un mouvement général d'effacement des frontières entre travail et hors travail qui s'est trouvé facilité par les TIC. Ce ne sont donc pas les outils techniques qui ont inventé le travail, c'est la rencontre entre une tendance et de nouvelles opportunités techniques qui ont généré la forme actuelle de ce que l'on nomme aujourd'hui le télétravail. Sa progression a été lente mais régulière. Il faut dire qu'il remet en question la conception de l'organisation du travail, des dynamiques relationnelles au sein des entreprises et même dans certains cas, les cultures d'entreprise. Il représente des enjeux sociaux, politiques et économiques. Bref, il constitue pour les organisations de travail un changement dont les sources de résistance sont extrêmement nombreuses. Les mobiles et les portables permettent à chacun de transposer son univers professionnel et donc ses contraintes n'importe où. Pour certaines professions, il est possible de travailler partout et tout le temps. Les temps et les espaces du travail s'entrelacent avec les autres temps et les autres espaces sociaux. Pour Luc Boltanski et Eve Chapiello, la distinction entre vie privée et vie professionnelle tend à s'effacer sous l'effet d'une double confusion. Il y a d'abord une confusion entre les qualités de la personne et les propriétés de sa force de travail. Cette confusion, on la retrouve dans la notion de compétence. Et puis, il y a la confusion entre identité domestique et identité professionnelle. La frontière est parfois extrêmement mince entre les temps de la vie privée et les temps de la vie professionnelle. Claude Iray et François Sitnikov ont mené une enquête auprès de travailleurs à distance. Les deux chercheuses ont constaté combien les télétravailleurs développent des stratégies de protection de la vie privée. Ils expriment des résistances au regard extérieur sur la sphère familiale et amicale. Dans le cadre du télétravail préparé, voulu et envisagé par le salarié et l'employeur, les limites spatiales sont bien marquées. Par contre, les limites temporelles, elles, sont beaucoup plus labiles. L'activité professionnelle est vécue comme prioritaire, alors inévitablement, le temps qui lui est consacré empiète sur les autres temps. Le temps de sommeil devient la dernière variable d'ajustement. L'accroissement du temps de travail peut aussi s'expliquer, d'après Amanda Anderson, par la théorie de l'échange social. Dans de très nombreuses entreprises, le travail distant est considéré comme un privilège auquel tout le monde n'a pas accès. Du coup, les télétravailleurs se sentent redevables envers leur organisation et fournissent davantage d'efforts pour s'acquitter de leurs dettes. À ça s'ajoute que face à la pression sociale, comme le montrent Laurent Tasquin et Paul Edouard, les travailleurs distants développent des comportements pour rester visibles aux yeux de leur entourage professionnel et prouver qu'ils sont bien présents en train de s'affairer. Dans le cadre d'un télétravail imposé, par exemple en situation de confinement, eh bien ce sont en plus de tout ça les frontières spatiales qui sautent ou qui n'arrivent pas à s'imposer. Dans son analyse du panoptisme, Michel Foucault avait établi une relation entre espace et pouvoir. L'aménagement de l'espace est un moyen de contrôle très efficace. Il y a une relation forte entre le voir et le pouvoir, et entre l'être vu et la soumission. Pour Bertrand Schneider et Nicole Rosenson, le travail à distance amène à reconsidérer la question de l'autorité qui prend des formes nouvelles. Le télétravail s'inscrit dans une logique de rupture assumée avec le taylorisme. Daniel Linard constate à quel point il déplace les formes et les lieux du contrôle. Le salarié est invité à être de lui-même le plus efficace possible, voire même le plus efficient possible, parce qu'il se trouve en partie responsable des ressources nécessaires à son activité. La notion d'autodiscipline prend une place majeure. Le contrôle par l'aménagement de l'espace et la présence des chefs perd totalement son importance. Distant à la fois de l'entreprise et de ses supérieurs, le télétravailleur développe une relation étroite entre autodiscipline, éthique et rapport à l'autorité. C'est parce qu'ils revendiquent une éthique que les télétravailleurs volontaires disent ne pas avoir besoin d'autorité extérieure, leur conscience professionnelle étant le plus vigilant des chefs. On est véritablement là dans un nouvel esprit du capitalisme,
où le contrôle est intériorisé. Claudie Ray et Françoise Sitnikov constatent que les adeptes du télétravail entretiennent un rapport atypique à l'autorité. L'assignation de places fixées a priori par un ordre hiérarchique leur convient mal. Ils mettent en cause le mode de construction et de légitimation classique de l'autorité dans les entreprises. Ils revendiquent une hiérarchie basée non sur le rapport aux moyens de production, mais sur les compétences. Ce sont le plus souvent des individus qui ont des parcours non linéaires, marqués par des tâtonnements ou par des sinuosités, construits plus par l'expérience que par un lien direct entre activité professionnelle et certification scolaire. Le bonheur est une notion éminemment subjective, c'est un construit social, on n'est pas heureux pour des raisons objectives, mais parce qu'on se sent heureux. Et pour ça, on se repose sur des raisons objectives, les mêmes qui peuvent rendre d'autres totalement indifférents, voire carrément malheureux. Alors qu'est-ce qu'il en est exactement du lien entre bonheur et travail à domicile? Plusieurs enquêtes ont étudié la question, je vous mets les références en fin de vidéo. Globalement, elles établissent un lien entre bonheur et maîtrise de la norme temporelle, contrôle des perturbations et plaisir d'acquérir de nouvelles connaissances. Inversement, elles indiquent une souffrance lorsque ces liens ne peuvent pas être établis. C'est le cas par exemple lorsque le télétravail est subi. Les travailleurs distants considèrent qu'ils sont plus productifs à l'abri des perturbations. C'est pour eux un moyen de réduire le stress, le calme, est aussi propice à l'apprentissage, l'entrelacement des réseaux professionnels et amicaux est pour eux une source d'entraide et d'échange d'informations. Émilie Vert a montré que le télétravail est associé à un taux d'absentéisme, d'intention de départ de l'entreprise et de turnover beaucoup moins élevé. Michael Alinsky et Linda Duxbury ont montré qu'il y avait une baisse de la perception de surcharge de rôle, c'est-à-dire d'une perception de tâches professionnelles et de responsabilités très lourdes. Meghna Virik, Nancy Da Silva et Christy Harrington ont montré que les télétravailleurs les moins satisfaits sont ceux qui ont le plus de jours et ceux qui ont le moins de jours par semaine à leur domicile. Autrement dit, les télétravailleurs les plus satisfaits, ce sont ceux qui alternent de manière équilibrée travail à domicile et travail en entreprise. Le soutien de l'organisation par les pairs ou par les supérieurs participe à la satisfaction au travail et à la diminution du stress professionnel. De manière générale, le rapport au travail est très ambivalent. Il est fait à la fois d'épanouissement et d'insatisfaction. Les mêmes choses peuvent être source de souffrance et source de réconfort. Le télétravail choisi est vécu comme un moyen de réduire cette ambivalence. On garde le contrôle. En restant à domicile, on garde la maîtrise de la norme temporelle, on se protège des perturbations et on reconstruit un cadre propice à l'auto-formation. Les télétravailleurs actualisent leur savoir grâce aux autres. Pour ça, ils utilisent des modalités différentes du présentiel. Ils s'inscrivent dans des réseaux qui fonctionnent selon la logique du don et du contre-don, un peu à la manière de ce qu'avait théorisé Marcel Mauss en 1923. On reçoit de quelqu'un une information ou une connaissance qu'à son tour on transmet à quelqu'un d'autre, augmenté de sa propre expérience. On s'inscrit alors dans des systèmes de redevabilité croisée très consommateurs de solidarité. Ce sont des systèmes d'autant plus exigeants qu'ils sont informels et qu'ils tiennent par la volonté de chacun. En bref, le télétravail réinvente de manière singulière l'ambivalence du rapport au travail. Il est source de bonheur, de stress, de contraintes, de liberté. L'imbrication du travail et du hors-travail amène à combiner des sphères qui étaient jusque-là séparées. Il construit une continuité entre vie professionnelle et vie personnelle. Du coup, il limite la fragmentation des rôles sociaux et des formes de présentation de soi. Derrière tout ce que ça peut présenter comme menace ou comme opportunité, c'est toute la question de l'identité sociale qui est réinterrogée et que le télétravailleur doit recomposer de manière acceptable pour lui, mais aussi pour les autres. Le télétravail donne lieu à l'invention de nouvelles solutions pour réagir aux injonctions paradoxales du management moderne qui à la fois invite à l'autonomie et à la prise d'initiative et à la fois développe de nouvelles formes de contrôle du travailleur par l'intensification de l'obligation d'adhérer aux règles et aux codes de l'entreprise. Le télétravail invente une nouvelle manière d'être au service d'eux et non plus aux ordres d'eux. Le travail distant exprime une nouvelle forme de distance au travail. Il exprime une nouvelle logique d'honneur qui consiste à avoir une conception exigeante de la responsabilité sans attendre d'en être chargé par une autorité extérieure. Voilà, bien sûr, comme à chaque fois on a fait qu'effleurer le sujet, il existe encore beaucoup de choses à dire, notamment sur le fait que le télétravail s'inscrit dans des logiques d'inégalité sociale, sur le fait que le télétravail interroge les questions de répartition de l'activité sur le territoire et des déplacements pendulaires, etc., etc. Si ces questions vous intéressent, je vous propose de poursuivre les échanges dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!